Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être joints à nous pour ce webinaire sur la maîtrise du crédit, comment l'utiliser, ses forces, ses faiblesses et vous donner les outils nécessaires pour vraiment bien gérer le tout. Alors, je m'appelle Nathalie Joy-Kennel, je suis la directrice de la service à la clientèle ici à Enriched Academy. Je suis aussi une des éducatrices. Ici, avec moi aujourd'hui, je crois que je vérifie, on a des membres de la financière CCIP qui sont avec nous. Je vois Martin. Martin, bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, bonjour. Allô, ça va? Ça va très bien. Oui. Est-ce que Isabelle se joint à nous aujourd'hui? Ah, ça, je ne suis pas sûr si Isabelle se joint à nous aussi, mais Ben, moi, je suis ici. ben si elle va manquer le fun. Tout bad. Pauvre elle, elle va manquer le plaisir qu'on va avoir. Ben, parfait. Ben, fait que, juste pour confirmer aussi, fait que Martin est ici de la financière CCIP. Moi, je suis ici du côté de Enriched Academy. Il y a une boîte à questions. Ça dit Q&A en haut ici sur votre window de Teams. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et soit moi ou Martin, on va pouvoir répondre à vos questions en s'en allant ou on va toujours réserver une période à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Eh bien, c'est ça. Juste en guise de vérification technique, je sais que Martin m'a entendu, mais je veux juste faire sûr. Levez la main avec le petit React, l'outil, pour pouvoir lever la main si vous pouvez bien m'entendre, vous pouvez bien voir la présentation. Ça va juste m'assurer qu'en fait de vérification technique que ça va bien, là. Fait qu'utilisez la petite main levée pour me montrer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. OK, alors, ben, c'est un bon début. On a au moins une personne. C'est bien. Ah, parfait, parfait. OK, merveilleux. Fait qu'on a des gens qui m'entendent. Ça fonctionne bien. Alors, écoutez, je n'attendrai pas trop longtemps parce que c'est un webinaire vraiment plein. J'ai beaucoup d'informations à vous partager et j'ai hâte de vous les partager. Alors, n'hésitez pas à mettre les questions dans la boîte de questions au fur et à mesure. Euh, je ne les regarderai pas tout le temps pendant la présentation, mais je vais y jeter au coup d'œil de temps en temps. OK? Parfait. Alors, aujourd'hui, comme vous voyez, je vais vous faire une présentation sur comprendre le crédit. Si vous avez le temps, s'il vous plaît, lire le document ici que vous avez devant vous. C'est pour confirmer qu'en fait, nous sommes des éducateurs. Nous vous donnons des informations, mais évidemment, toute situation est financière, c'est personnel, c'est individualisé. Alors, assurez-vous, avant de prendre des décisions financières, que vous consultez les professionnels, dont la financière CCIP en a beaucoup, pour vous assurer que vous prenez les décisions les plus saines que vous pouvez avec votre argent et vos finances. Mais bon, ça, c'est notre éducation, c'est pour but éducatif seulement. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans le webinaire tel quel et le crédit, si vous n'êtes pas au courant de ce que fait la financière CCIP, on est vraiment heureux de pouvoir faire ce partenariat avec eux parce qu'eux servent directement les membres des Forces armées canadiennes et nous, ça nous tient beaucoup à cœur parce qu'on aime vraiment assurer de donner les outils nécessaires aux gens pour qu'ils puissent réduire leur niveau de stress. Parce que, bon, 50 des Canadiens, approximativement, sont soit en dette ou ils vivent d'un chèque de paie à l'autre. Donc, c'est sûr que le niveau de stress lié à l'argent, c'est haut pour plusieurs gens. Et surtout si vous avez des emplois qui sont quand même assez chargés, en fait, de stress déjà dans l'emploi, on ne veut pas vous ajouter plus de stress. Donc, si nous, on peut vous aider à réduire un petit peu de votre stress, de votre travail mental à faire par rapport à en dehors de ce que vous faites de votre travail, nous, on veut vouloir vous aider. On veut vous enlever ces barrières-là. Et la financière CCIP sont là pour vous aider avec ça aussi. Ils ont des conseils financiers qui comprennent vraiment votre situation particulière. Donc, ils savent exactement ce que vous vivez, votre trajet de carrière, votre trajet partout au Canada, vos changements de famille, vos changements de maison, etc. Ils vont vraiment pouvoir vous guider à travers des prises de décisions financières assez importantes. Et c'est une équipe de conseillers financiers qui vont vous parler d'assurance, mais CCIP est vraiment souvent connu pour les assurances, mais ce n'est pas juste ça que la financière CCIP fait. Ils font aussi de la planification familiale, ils vous donnent des outils d'assurance vie, assurance maladie, des épargnes, des investissements. En tout cas, c'est le total package, comme on dit en anglais. C'est comme tout ce que vous avez besoin en une place. Et le réseau est partout au Canada.
Donc, vous voyez, il y a une équipe assez extensive partout au Canada. Donc, je suis certaine qu'il y a un lieu près de chez vous qui va pouvoir vous aider. Évidemment aussi, ils ont des contacts en ligne qui vont pouvoir vous donner du support en ligne aussi. Alors, je vous encourage fortement de les contacter. Je vais vous donner les informations pour eux à la fin de la présentation. Mais aujourd'hui, on va parler de la maîtrise du crédit. Et ce que vous allez apprendre, on va parler d'une bonne dette versus une mauvaise dette. Qu'est-ce qu'une cote de crédit et comment l'améliorer? Comment lire un relevé de carte de crédit, les 10 meilleures stratégies de carte de crédit, les dangers du crédit à éviter et évidemment une petite session questions et réponses à la fin. Alors, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous partager, fait qu'on va y aller. Alors, une bonne dette versus une mauvaise dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, parce que souvent, quand on pense à dette, on se dit, on s'imagine que, bon, c'est toute dette est mauvaise. Ben, ce n'est pas nécessairement le cas. Une bonne dette, c'est essentiellement une dette qui va aller vers des choses qui vont prendre de la valeur, qui vont créer des revenus, qui vont vous aider à améliorer votre situation. Tandis qu'une mauvaise dette, c'est utilisé pour des choses qui ne vont pas prendre de valeur, fait, qui ne vous donneront pas de revenus. Fait, comme on aime démontrer, comme imagine une petite montagne ou une grosse montagne dans ce cas-ci, une bonne dette s'apprécie. Donc, ça grandit, ça vous donne de la valeur. Une mauvaise dette déprécie, donc perd de la valeur. Des exemples de bonnes dettes. Bon, aller au collège, à l'université, des cours, des séminaires, des livres, des immeubles de placement. Souvent, une maison, c'est considéré une bonne dette comme une hypothèque. Essentiellement, des choses qui vont vous revenir et qui vont grandir avec le temps, qui vont vouloir plus d'argent avec le temps. Une mauvaise dette, c'est des choses qui vous enlèvent de l'argent, comme des cartes de crédit, des vacances, des divertissements, des vêtements, des voitures neuves, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ces choses-là, puis qu'on ne les veut pas, ces choses-là. Mais il faut se rendre compte que si on dépense l'argent sur ça, on ne peut pas se dire, ben ça va me revenir. Je vais acheter une voiture neuve, puis je vais ravoir mon argent dans 5 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous dépensez de l'argent sur ces mauvaises dettes-là, il faut juste être au courant de comment ça va affecter nos finances globalement, essentiellement. La statistique, c'est que 76 des millionnaires ne conduisent pas des voitures neuves. Il y a un peu une blague on travaille avec beaucoup de policiers partout au Canada, puis il y a un peu une blague qu'on entend dire souvent qu'on peut toujours connaître les nouvelles recrues en regardant dans le stationnement. On a juste à trouver les voitures neuves dans le stationnement et on sait c'est qui les nouvelles recrues. Parce que souvent, quand on a notre première vrai job, tout à coup, on a de l'argent qui rentre, c'est nouveau, c'est excitant. On s'achète une nouvelle voiture. Écoutez, une voiture, c'est quand même un besoin pour plusieurs d'entre nous pour voyager à notre travail, pour nos familles, etc. Mais une voiture neuve, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeune homme. On n'est peut-être pas si jeune que ça maintenant. Warren Buffett, c'est l'un des investisseurs les plus populaires au monde. Et lui, est-ce que vous savez ce qu'il conduit? Eh bien, en 2001, c'est acheté une Buick. Puis en 2001, il valait 32,3 milliards de dollars, juste pour vous le sachiez. C'est acheté une Buick, c'est une belle voiture. Il l'a conduit jusqu'en 2006, où il s'en est acheté une nouvelle. Puis là, il a conduit celle-là jusqu'en 2014 et ensuite, il s'est acheté une nouvelle. Bon, j'imagine qu'il a probablement acheté des voitures neuves, mais c'est l'idée qu'on a tendance à vouloir toujours acheter la nouvelle de quelque chose. Le nouveau téléphone, le nouvel ordinateur, la nouvelle voiture. Mais ce n'était pas nécessaire d'acheter toujours la nouvelle de quelque chose parce qu'on peut avoir un plus bas prix, de un, et de deux, on peut quand même utiliser ce qu'on a pour comme longtemps, un long terme. Fait que je vais vous montrer un exemple. Ici, cette voiture neuve ici vaut à peu près 84 000, pardon. Mais si vous achetez le modèle 2022, fait, elle a juste un an, puis je pense que cette voiture-là, elle a à peu près 12 000 km dessus, c'est 58,9. C'est une différence de 25 000 $. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que les voitures usagées, ils n'ont pas les mêmes garanties. C'est différent maintenant. Des fois, ce n'est pas toutes les voitures, ce n'est pas tous les concessionnaires qui font ça, mais plusieurs voitures usagées ont des garanties très similaires aux voitures neuves. Donc, oui, vous pouvez peut-être vous dire, je vais dépenser un petit peu plus en réparation avec une voiture usagée. Peut-être que oui, mais
j'imagine pas autant ça sera pas 25 000 de dépenses de réparation. Fait que des fois, ça vaut la peine de magasiner dans ce temps-là. Puis de se dire, peut-être pas la nouvelle version, c'est la meilleure, mais de voir quelle autre option est disponible qui va quand même remplir vos besoins. Parce qu'une voiture, là, ça déprécie tellement vite. Fait que, d'après nos recherches, aussitôt que vous sortez du stationnement du concessionnaire, pardon, la voiture déprécie 18 à 28 et ça peut aller jusqu'à 70 en dedans de 10 ans. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne conduisent pas leur voiture aussi longtemps que ça, mais l'idée, c'est que aussitôt que vous la sortez du stationnement, ça déprécie. C'est la même chose finalement pour les meubles. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'acheter des beaux nouveaux meubles. C'est pas toujours quelque chose qui va prendre de valeur. Oui, il y a certaines choses, des antiquités, qui quand même, en quelque sorte, vont prendre de la valeur, tout dépendant du type. Mais règle générale, les meubles déprécient en moyenne aussi. Juste pour vous donner un exemple, là, une petite comparaison. Si vous achetez une télévision à 5 000 en dedans de 5 ans, votre télé vaut zéro. Comme si vous essayez de vendre votre télé, puis ça peut être la meilleure télé au monde il y a 5 ans, il n'y a personne qui va vouloir l'acheter à ce moment-là. Mais si vous prenez ce 5 000 et que vous le mettez dans un investissement, la version qu'on a ici, c'est un fonds indiciel qui suit le S&P 500. Bon, vous n'êtes pas obligé de connaître tous les termes d'investissement. On va vous inscrire là-dessus plus tard dans d'autres webinaires. Mais l'idée, c'est que si vous l'investissez dans quelque chose qui va prendre de la valeur, ici à peu près 8 sur ces 5 ans-là, vous allez avoir 11 000, presque 12 000 Fait que, acheter quelque chose qui ne vaut rien en 5 ans ou prendre cet argent-là puis la doubler en 5 ans. C'est des choix. C'est des choix à faire et on veut que vous soyez conscient du fait que des fois, quand on achète des choses, ça va peut-être nous reculer dans nos avancements de compréhension financière, de notre plan financier, essentiellement. Alors, OK, je continue. Je sais que je parle vite parce que de un, je suis excitée, j'aime ça parler du crédit. Je suis peut-être un peu bizarre comme ça, mais en effet, c'est ça que j'aime. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, parfait, je vais continuer. Alors, le crédit. En détail, on va parler plus des cartes de crédit pour commencer. Parce que souvent, quand on pense crédit, c'est cartes de crédit qu'on a en tête immédiatement. Et depuis 1957, on a beaucoup plus de cartes de crédit maintenant. C'est une business qui fonctionne très bien pour les gens qui ont des organismes qui offrent des cartes de crédit. Il y en a 23 milliards en circulation en ce moment. C'est beaucoup. Et 64 des Canadiens vérifient juste leur code de crédit qui ont vérifié leur code de crédit au cours de la dernière année. Une cote de crédit, je vais vous expliquer c'est quoi. Ce chiffre-là s'est augmenté depuis la pandémie, ce qui est bien. Il y a plus de gens qui veulent être vraiment au courant de leurs finances, mais nous, on aimerait voir ce chiffre-là être beaucoup plus haut. Parce qu'en effet, au Canada, on a TransUnion et on a Equifax qui vous permettent de vérifier toute votre histoire de crédit, mais surtout votre cote de crédit. Puis, qu'est-ce qu'une cote de crédit? C'est essentiellement comme une note d'école. On appelle ça presque comme une note d'école, hein? Dans le sens que si vous payez vos factures à temps, si vous avez un bon comportement, si vous êtes fiable, si les gens qui vous prêtent de l'argent reçoivent leur argent comme les termes le disent, ben, vous allez avoir une bonne cote de crédit. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va là-dedans, mais essentiellement, c'est un score. Alors, si vous avez un F, comme moins de 692 en fait de cote, c'est faible. Si vous avez de 833 en montant, c'est une excellente cote de crédit. Et où est votre cote de crédit affecte comment les prêteurs vous voient, quel genre de prêt vous pouvez avoir, quel genre de carte de crédit vous pouvez avoir, et surtout, quel est le pourcentage d'intérêt que vous allez payer sur vos prêts. Alors, c'est vraiment avantageux d'avoir une bonne cote de crédit. Et exactement ce qui influence la cote, on a des estimés, OK? Parce que c'est des calculs assez complexes, que c'est pas monsieur, madame, tout le monde, mais moi, je ne sais pas exactement comment c'est. Mais on sait qu'il y a des pourcentages. Donc, qu'est-ce qui influence votre score? Bon, premièrement, c'est les antécédents de paiement.
Puis qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Bien, regardez, c'est une grosse partie, 35 %. Essentiellement, ça veut dire, est-ce que vous faites vos paiements à temps et est-ce que vous payez au moins le montant minimum de vos prêts à chaque mois? Si vous faites ces deux choses-là, vous ne sautez pas de paiement, vous faites les paiements minimum, ça, c'est excellent pour votre cote de crédit. Ça va vraiment améliorer votre cote. L'autre section, c'est le montant de dette, ou disons la somme due. C'est quand même une autre grosse portion. Essentiellement, les prêteurs veulent savoir si vous êtes fiable. Si vous avez trop de crédit, trop de prêts, trop de cartes, tout ça, bien, peut-être que vous allez avoir plus de difficultés à payer les sommes. Mais si vous avez une utilisation de 35 % à peu près ou moins, ça, c'est très, très, très utile. Puis, je vais vous expliquer l'idée d'utilisation de crédit un petit peu plus tard quand je vous parle de comment vraiment améliorer votre code de crédit. Mais essentiellement, l'idée, c'est de montrer que vous avez du crédit, mais vous ne l'utilisez pas au maximum. Si vous avez 10 000 de crédit et vous avez toujours une balance de 10 000 par mois, bien, vous utilisez toujours 100 % du crédit disponible. Puis les prêteurs sont un peu réticents de vous en donner plus. Troisième facteur, c'est la durée des antécédents. Je suis certaine, pardon, que certains et certaines d'entre vous ont une carte de crédit ou un prêt quelconque qui existe depuis longtemps, que peut-être vous n'avez pas de balance dessus, c'est à zéro. Puis vous êtes, mais peut-être je devrais la fermer. Pas nécessairement. Ne fermez pas nécessairement ce compte-là avant de vérifier quand vous parlez à votre conseiller financier, parce que le fait d'avoir un format de crédit pour une longue durée qui est toujours en bon état montre que vous êtes fiable. Alors, même si vous avez une carte qui est à zéro depuis 10 ans, puis que vous l'utilisez à peine de temps en temps, mais vous payez toujours la balance à chaque mois, c'est super bon, ça aussi, pour votre code de crédit. Le quatrième facteur, c'est déterminé par les nouvelles demandes de crédit. Alors, l'idée, c'est que, disons, si vous voulez une nouvelle carte de crédit et si vous faites demande à 4-5 compagnies d'un shot dans un mois, c'est pas idéal parce que ça veut dire qu'il y a des vérifications comme assez directes sur votre histoire de finances, essentiellement, sur votre histoire de crédit. Et le plus que vous faites demande, le moins avantageux que c'est pour votre code parce que les prêteurs vont être inquiets que tu fais trop de demandes, que tu vas en fait avoir trop de crédits que tu ne pourras pas gérer correctement. Fait que ça, c'est une façon. Et le type de crédit utilisé. Fait que nous, ce qu'on recommande, c'est de toujours avoir au moins 2 différents types de crédit. Donc, si par exemple, une carte de crédit est un prêt automobile, ou tu as une hypothèque et un prêt étudiant, ou une ligne de crédit et un prêt automobile. En tout cas, vous comprenez? 2 choses. Alors, si vous avez au moins 2 choses, 2 types, ça montre au prêteur que vous êtes responsable pour pouvoir gérer les différents termes, les différents paiements, les différents intérêts. Essentiellement, ça prouve que vous êtes responsabilisé envers tout ça. Alors, ça, c'est essentiellement comment que la cote de crédit est calculée. Qu'est-ce qui aussi affecte votre cote de crédit? Souvent, on est posé ces questions-là. Alors, les prêts hypothécaires, carte de crédit, tous les autres prêts, oui, c'est sûr. Le loyer, non. Alors, si vous avez la difficulté à payer votre loyer pour une raison ou pour une autre, généralement, ça n'affecte pas votre cote de crédit. Les factures de cellulaire, tous les services publics, oui, si ça va à la collecte de crédit. Alors, si vous manquez un paiement ou deux, ça ne devrait pas affecter votre cote de crédit, mais si les services doivent aller vers un organisme de collecte de crédit pour obtenir votre argent qui est dû, oui, ça va affecter votre cote de crédit. Les paiements d'assurance, non. Les découvertes bancaires, oui, encore, si vous savez aller au crédit, à la collecte. Des contraventions, oui. Fait que de temps en temps, ça nous arrive. Mais si c'est un de temps en temps, vous le payez à temps, ça n'affecte rien. Ça n'affecte pas votre carte de crédit. Mais si vous ne payez pas, ça va aux collectes, oui. La pension alimentaire pour les enfants, oui. Pension alimentaire pour vos époux, oui. Même chose. Vérifier son propre crédit. Non. Alors, si vous faites une petite vérification auprès de TransUnion ou Equifax, ça n'affecte pas votre crédit. Vous avez le droit de vérifier votre propre cote sans que ça ait un effet.
Votre âge et vos revenus, non, ça n'a aucun effet. Puis des conseils en matière de crédit, non. Alors, pour préciser, si vous allez voir un conseiller financier pour parler de vos défis en fait de crédit, ça n'affecte pas votre crédit. Cependant, si vous mettez en action, disons, un plan pour consolider votre crédit ou faire autre chose pour travailler avec les organismes de collecte de crédit, oui, ça peut affecter. Mais juste aller voir un conseiller, non, pas du tout. C'est pour ça que nous, on vous recommande fortement d'aller voir vos conseillers, surtout à CC, puis ils peuvent vous aider, vous donner des ressources exceptionnelles et ça n'affectera pas votre code de crédit. Mais juste pour voir à quel point votre code de crédit peut changer, comment vous allez gérer juste vos finances du jour au jour. Alors, vous voulez une hypothèque, vous voulez une nouvelle maison. Bien, si vous avez une excellente cote de crédit, vous pouvez peut-être avoir un taux d'intérêt de 2,5. Peut-être pas aujourd'hui au Canada, mais bon, l'idée, c'est que ça va être bas. Mais si vous avez une faible cote de crédit, ça peut être de 9 à 15 Même chose pour les autos, pour les cartes de crédit, vous voyez, le plus haut, le plus bas, je devrais dire, votre cote de crédit, le plus haut vos intérêts. Puis c'est difficile, je trouve ça dommage en quelque part parce que souvent les gens qui ont des cotes de crédit bas, c'est parce qu'ils ont de la difficulté à gérer leur crédit. Puis, on prend avantage de ça. Mais c'est pour ça qu'on veut vous instruire, que vous ayez les informations nécessaires pour prendre des petites étapes pour améliorer votre code de crédit, pour améliorer votre cheminement financier et vous allez avoir plus de pouvoir dans tout ça. Donc, la location de condo ou de maison, oui, ça se peut qu'il vérifie votre code de crédit. Si vous avez d'acceptables en montant, il n'y en aura pas de problème, même pour les téléphones cellulaires. Mais si vous avez quelque chose de faible ou à risque, vous allez peut-être avoir besoin d'un co-signataire, vous allez peut-être avoir à faire des paiements à l'avance. Alors, tout ça pour dire que c'est important d'avoir une bonne cote de crédit parce que ça va continuer à influencer votre santé de vos finances en avançant. Alors, petite chose surplus. Une première faillite apparaîtra sur votre dossier de crédit pour 6 à 7 ans après la date de votre libération. Alors, faire faillite, c'est jamais quelque chose qu'on voudrait, hein? Mais écoutez, des fois, c'est peut-être la meilleure option pour votre santé globale. Si vous travaillez avec un conseiller, vous vous rendez compte que ça peut être exactement l'outil que vous avez besoin, bien, ça peut peut-être très bien fonctionner pour vous. Mais on veut quand même que vous sachiez que faire quelque chose comme ça va avoir des conséquences à long terme. Donc, c'est pas comme on fait faillite puis on recommence à nouveau. Malheureusement, vous allez quand même attendre 6 à 7 ans avant de pouvoir vraiment ajuster votre code de crédit, que ça remonte au niveau où que ce soit en santé. Alors, je ne dis pas que faillite, c'est la mauvaise idée. Pour certaines personnes, c'est exactement ce qu'il faut, mais il faut quand même savoir les conséquences de tout ça. Alors, je vais juste vérifier les questions. Est-ce que j'en ai? C'est parce que j'aime ça m'entendre parler. Il n'y a pas de questions. Parfait. Je continue. OK. Encore là, n'hésitez pas à en mettre parce que je vais vérifier. Alors, je vais vous donner un exemple concret de comment vite que vos choix peuvent affecter votre code de crédit. Alors, prenons ce jeune homme, on va l'appeler Jean. Bon, Jean, il a reçu son diplôme universitaire il y a à peu près 3 ans. Bon, il avait une carte de crédit, ça fait à peu près 5 ans qu'il l'a. Il faisait toujours ses paiements réguliers à temps et c'était exactement à date et il n'a jamais manqué un paiement. Donc, sa cote de crédit, parce qu'il n'a jamais manqué de paiement, puis c'était tout bien payé, c'était très bien. C'est vers 816. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, il a perdu son emploi. Il ne pouvait plus payer ses paiements mensuels. Il ne mettait même pas les paiements minimums. Alors, ce qui s'est passé, je vais vous montrer, c'est que en 3 mois, sa cote de crédit tombe jusqu'à 521 en 3 mois. Et après 6 mois, ça va jusqu'à 363. Bon, ça vous montre à quel point ça peut aller vite. C'est pour ça qu'on dit payer toujours à temps et le minimum. Si vous faites ces 2 choses-là, vous avez une meilleure chance que votre code de crédit reste stable. Mais aussitôt que vous ne faites pas de paiement ou vous ne faites pas vos paiements à temps, ça va avoir un effet négatif. Hein? Puis comme vous voyez, ça a été une cote excellente à une cote faible en 6 mois. Okay? Tout ce qu'il a fallu, c'est 3 mois difficiles pour que ça affecte ça comme ça.
C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Pour ça, il faut être très prêt à gérer notre crédit comme il faut. Alors, d'autres exemples de comment que ça peut affecter tout ça. Alors, si, disons, Jean a une bonne cote de crédit, bon, il va peut-être avoir un prêt automobile pour 6,3 %. Il va verser des intérêts vers 7 800. OK? Une mauvaise cote de crédit, 26 000. OK, ça, c'est sur une voiture de 25 000. Donc, avec une mauvaise cote de crédit, tu payes plus en intérêt que vaut la voiture. Je ne suis pas pour vous, là, pour moi, ce n'est pas hyper logique, ça. Je n'ai pas le goût de faire ça. C'est aussi juste pour vous montrer là, si ce que vous payez en intérêt, si vous l'avez investi sur 5 ans à 8 ce 7 000 $-là monte à 11 000, ce 26 000 $-là monte à 38 000. Fait que tout l'argent que vous pouvez sauver et ensuite mettre dans les investissements à long terme avec toutes les recommandations que vous allez avoir à travers vos recherches et à travers travailler avec un conseiller financier, ça peut vous aider à bâtir votre argent. Fait que cette voiture-là, c'est pas une mauvaise, c'est une mauvaise dette, finalement. Vous pouvez mettre l'argent quelque part d'autre qui va apprécier. Autre exemple, un prêt hypothécaire. Bonne cote de crédit, 3,9, mauvaise cote de crédit, 9,5. Je pense que je l'ai assez dit. Là. Vous voulez avoir la meilleure cote de crédit que vous pouvez avoir et c'est des petits ajustements et des petites choses à faire pour l'améliorer. Et voici, je vais vous dire les 10 choses de vraiment pour créer une bonne cote de crédit. Puis, je vais y aller, je vais toutes les mettre sur l'écran, de 10 à 5, pour que vous puissiez prendre une photo si vous voulez. Vous allez aussi recevoir un enregistrement de la présentation si vous voulez reviser. Alors, attaquez d'abord les dettes peu attrayantes. Ça, c'est souvent les dettes avec de très hauts intérêts ou c'est souvent les dettes qui sont très grandes. Il y a deux façons vraiment de voir les choses. Souvent, on recommande d'aller vers les dettes qui ont le plus gros coût d'intérêt. Parce que là, le plus vite que vous le payez, le moins d'intérêt que vous allez payer. Tout le monde est un peu différent, tout le monde a une situation différente, mais l'idée, c'est d'aller vraiment à attaquer quelque chose pour le baisser le plus vite possible. Deuxièmement, conserver au moins 2 instruments de crédit. Comme j'ai dit, carte de crédit, ligne de crédit, etc. Numéro 8, gardez ouverts les instruments de crédit à long terme. Fait que même si vous avez une carte de crédit, que vous mettez une chose dessus une fois par année, que vous payez automatiquement à la fin du mois, gardez-le. Ça va montrer que vous êtes quelqu'un de responsabilisé à long terme. Numéro 7, essayez d'utiliser 35 ou moins du crédit ouvert. Fait que ça, c'est le taux d'utilisation. Puis je vais aussi dire, demandez les limites de crédit offertes les plus élevées. Numéro 6. Fait que l'idée, c'est si tu as 10 000 $ de crédit de disponible et tu utilises toujours 3 500 ou moins, ça montre vraiment au prêteur que vous êtes responsable. Même que vous avez 10 000, vous n'allez pas dépenser tous les 10 000. C'est là, vous l'avez comme urgence, mais que vous êtes responsable et vous utilisez 35 ou moins de votre crédit. C'est pour ça, si vous vous sentez quand même responsable assez, parce que des fois, quand on augmente la cote de crédit, la limite de crédit, on a tendance à vouloir aller magasiner, aller en vacances. Et je comprends, parce que moi aussi, j'ai le goût. Mais des fois, on peut utiliser cette augmentation de limite à notre avantage. Si on augmente la limite, mais on n'augmente pas nos dépenses, ça crée un plus grand écart. Donc, tu sais, vous avez un taux d'utilisation, plus bas avec ça. Fait que ça peut être un outil très utile. Et lire les petits caractères. Oh mon Dieu, que c'est plate. J'ai ça. C'est pas mon préféré. Mais je dois le recommander parce que je vais vous donner des exemples de pourquoi bientôt. Mais il faut absolument lire les petits caractères. Aucun prêt est exactement pareil. Aucune carte de crédit est exactement pareille d'une compagnie à l'autre. Il faut savoir dans quoi vous embarquez. Il faut lire les petits caractères. Je sais, c'est plate. Bon, 4, 3, 2, 1. Numéro 4, évitez de magasiner les tarifs. Fait que c'est comme j'avais dit, si vous allez vers 4 compagnies de cartes de crédit différentes, puis vous demandez une carte de crédit avec les 4, ben, votre carte de crédit va en souffrir parce que les compagnies vont voir que c'est le cas. Vous ne voulez pas faire ça.
Vous allez surveiller votre code de crédit. Fait que vous allez vraiment voir avec TransUnion ou Equifax, idéalement une fois par mois, une fois ou 2 mois, pour voir vraiment comment que ça va. Parce que s'il y a des erreurs aussi dans votre rapport, vous allez pouvoir les corriger. Et 2 et 1, c'est vraiment les clés les plus importantes. Payer la totalité du montant dû, ou au moins les minimums, mais vraiment payer la totalité à la fin de chaque mois et verser 100% de vos paiements à temps. Le 100% des paiements à temps, c'est vraiment la grosse clé. La deuxième clé, c'est vraiment la totalité due. OK? Alors, je suis curieuse. Levez la main, parce que ça dit à quelle fréquence vérifiez-vous votre carte de crédit. Levez la main ceux d'entre vous qui savent leur carte de crédit. Je suis curieuse. Ça me donne le temps de boire mon Starbucks. Ah, mais c'est quand même pas pire. Écoute, Martin, si tu aurais dit non, j'aurais peut-être eu des discussions à avoir avec toi. Euh, je blague. Hey, c'est quand même super. Vous êtes beaucoup. OK, bien, mais excellent. Écoutez, c'est super important. C'est super important de le vérifier. Puis je vais vous montrer aussi dans quelques slides, dans quelques diapos, d'autres raisons pourquoi c'est très utile. Alors, avant qu'on arrive à ça, je vais faire un petit survol de comment lire un relevé de crédit. Je vais rappeler les petits caractères. Je vais vous montrer lesquels sont importants à suivre. OK? 30% des Canadiens reportent le solde de leur carte de crédit d'un mois à l'autre. Un tiers des gens qui ont une carte de crédit ne le payent pas au total, remportent le solde à chaque mois. Et le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit est de 16,73. C'est quand même haut. Et saviez-vous que la plupart de ces dettes-là, c'est composé quotidiennement? OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous voyez ici, bon, vous voyez, c'est écrit en anglais. Je vais vous donner les termes en français, mais je voulais aussi que vous ayez les termes en anglais parce que souvent, les relevés de crédit, on ne les reçoit pas nécessairement dans la langue de notre choix. Alors, les intérêts, interest rates, quand vous voyez annual percentage rate, donc c'est le TAP, le taux annuel en pourcentage, c'est le chiffre qu'on a souvent le plus en tête. Hein? C'est 19,97, c'est 12,99, c'est 20,99. Mais vraiment, ce qui se passe, c'est que ce pourcentage-là est divisé en jours. Je vais vous expliquer comment ça se fait. L'autre chiffre que vous avez ici, c'est 22,97. Ça, c'est pour les avances de fonds. Donc, avec votre carte de crédit, vous pouvez faire une avance de fonds. C'est comme un mini prêt pour vous-même. Mais ça, c'est 22,97. C'est quand même exceptionnel et ça arrive aussitôt que vous faites l'avance. 0,97% ici, promotional balance transfers. Des fois, il y a des promotions où ce que vous pouvez faire un transfert d'un compte à l'autre. Puisque ici, ça dit que c'est 0,97% pour 6 mois. C'est quand même pas pire. Il y en a beaucoup qui vont vous faire des promotions de 0% par mois. Ça peut être un outil très bien si vous avez une carte de crédit avec un autre taux d'intérêt et vous voulez le déménager, bouger ça à une carte qui a un intérêt plus bas. OK? Ça peut être très utile. Mais si vous ne savez pas le pourcentage du transfert, ça peut vous coûter plus d'argent que vous le croyez. Et ici, pour cette carte-là, on voit 21 journées, 21 jours, sur le nombre de jours pendant lesquels vous n'avez pas payé d'intérêt. Mais c'est important de lire ça parce que dans votre relevé, ça va vous l'indiquer, toutes ces choses-là. Alors, les intérêts, interest rates. Ici, pour chaque carte de crédit, vous allez voir purchases, vos achats, cash advances, vos avances de fonds et fees, les frais miscellanés que les cartes de crédit ont souvent. Alors, pour chaque relevé, vous allez voir exactement combien d'intérêts chargés pour chacune de ces choses-là. Et vous voyez que le taux d'intérêt annuel est de 19,97, mais vos balances, votre argent qui est dû est calculé à chaque jour. Donc, pour chaque jour que vous avez une dette, fait que même si vous la payez un jour en retard, vous êtes calculé au jour. Fait que 0,05471, c'est ce que vous êtes chargé. Ça peut sembler comme pas beaucoup, mais je vais vous montrer à quel point ça avance vite. Bon. L'autre chose, voici un exemple de relevé de notre cofondateur Kevin Cochran. Il y a beaucoup de pizza sur cette liste. On se moque de lui un petit peu pour ça, mais on l'aime bien. Alors,
Les choses que vous allez vouloir regarder. New balance, votre solde dû. C'est le montant de crédit que vous avez utilisé. C'est l'argent que la compagnie veut avoir. Alors, nous, on recommande toujours de payer ça à 100% à chaque mois. Avec les interest rates, les taux d'intérêt, ça va vous montrer exactement c'est quoi les taux d'intérêt pour vos achats et pour les avances de fonds. Ensuite, oh, non, avance, Nathalie. Avance, Nathalie. Bon, le paiement minimum. Vous voyez, c'est en haut dans ce cas-ci. Je trouve ça très intéressant parce que en quelque part, ils veulent vraiment vous assurer que vous payez le paiement minimum. C'est à leur avantage que vous payez juste le paiement minimum parce qu'eux vont avoir de l'argent pour les intérêts. Mais nous, on vous dit de lire le tout et vraiment vous assurer de savoir c'est quoi le solde dû, c'est quoi votre balance pour payer le tout de ça. Et aussi, dans les petits caractères, vous allez pouvoir voir combien de temps ça va vous prendre pour payer votre solde si vous faites juste les paiements minimums. Donc, dans ce cas-ci, ça va prendre, Kevin, 79 ans et 11 mois pour payer le solde dû s'il paye juste 10 par mois. Je ne sais pas entre toi et moi, là, mais moi, je n'ai pas vraiment le goût ni vraiment le temps de payer pour un autre 80 années. OK? Fait que ça va surprendre les gens. Fait que regardez votre relevé. C'est sûr que c'est là. OK? Fait que pour revenir un peu au calcul annuel quotidien, OK? Juste pour vous confirmer. Fait que, un exemple. Si vous avez 10 000 de crédit d'accumuler, le taux d'intérêt annuel est 19,99. Ça s'accumule à tous les jours. Donc, 5,47 par jour, c'est les frais d'intérêt que vous allez payer. Donc, 164,41 en total après 30 jours. OK? C'est beaucoup. Fait que l'idée, c'est que avec juste les paiements minimums, les gens, des fois, sont confus, ne savent pas comment que les paiements minimums sont calculés. Chaque carte est un petit peu différente, OK? Mais ce que vous allez vraiment vouloir aller regarder, c'est dans vos petits détails, ça va parler de vos paiements, your payments, et vous allez vraiment vouloir regarder the minimum payment due, les paiements minimum dus. Ici, ça nous indique que c'est 2,2% de votre balance, OK? Fait que votre balance, votre solde dû, dans ce cas-ci, c'est de 28,60. Donc, ça va être 2,2% de tout ça qui va être votre paiement minimum. OK? Fait que si vous étiez curieux de savoir, est-ce que c'est juste pour le fun, comment ils calculent ça? D'habitude, il y a une formule assez précise. OK? Fait que c'est pour ça d'être toujours au courant de ça. Lire les petits détails, c'est super important. L'autre chose à savoir par rapport aux intérêts qui sont calculés de façon quotidienne, c'est qu'on a tendance à penser qu'une carte de crédit, c'est la forme de crédit principale. Mais règle générale, les cartes de crédit, les intérêts, ils vont être hauts. Tandis que tu as peut-être d'autres véhicules, d'autres façons d'avoir du crédit, comme une ligne de crédit personnalisée, OK? Les lignes de crédit ont tendance à avoir des taux d'intérêt plus bas. Alors, comme vous voyez ici, dans le même mois, le même montant, vous payez 164,41 d'intérêt et pour la ligne de crédit, vous payez juste 65 $. Alors, ça vaut la peine de faire vos recherches pour voir si vous êtes capable d'avoir un autre véhicule de crédit ou si vous en avez déjà une qui est là que vous n'utilisez pas. OK? Bon. Alors, je retourne à mes questions parce que j'aime ça me poser des questions. Levez la main si vous regardez vos relevés de carte de crédit à tous les mois. Et sinon, mettez dans la boîte de questions pourquoi non. Écoute, je ne juge pas ici, je ne vais pas vous juger parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des raisons spécifiques pourquoi ils ne le font pas. Mais est-ce que vous regardez vos relevés de carte de crédit tous les mois? Levez la main. Il n'y a pas de main levée. C'est intéressant. Une des raisons. Oh, il y en a une. Haha, bravo. OK. Une raison pourquoi c'est super important. De un, c'est de juste vous assurer que vous faites vos paiements à temps et en totalité. Mais de deux, quand vous regardez vos relevés de carte de crédit à tous les mois, c'est plus facile de voir s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu un paiement que vous n'avez pas autorisé. Vous allez vouloir confirmer ça avec votre compagnie de carte de crédit le plus tôt possible.
Fait que c'est pour ça, vraiment, regarder à tous les mois, ça peut être très important. Bon, il nous reste encore 20 minutes. Parfait, parfait. Bon, ensuite, on va sauter aux 10 meilleures stratégies. Fait que ça, c'est des petits trucs, des petites astuces pour vous aider à choisir essentiellement quelle carte de crédit prendre et comment les utiliser à votre avantage. Premier truc, les primes d'inscription. Bon, euh, il y a plein de cartes qui offrent des points maintenant, qui offrent de l'argent, de la remise d'argent. C'est partout, ça existe partout. Donc, vous pouvez faire vos recherches à Financière CCIP aussi. Il y a des guides par rapport à où aller voir pour ça. Ça peut être super avoir des points pour votre épicerie ou pour des vacances et tout ça. Mais vous allez vraiment vouloir vous assurer qu'il n'y a pas de frais annuels. Frais annuels. Surtout, comme ici, des points pour les vacances, beaucoup de ces cartes-là ont des frais annuels. Donc, si vous voyagez beaucoup, ça peut être à votre avantage parce que, bon, même si vous payez un frais annuel, vous sauvez X nombre d'argent sur vos vacances. Mais si vous ne voyagez pas beaucoup, ce que vous obtenez en points peut être l'équivalent de ce que vous payez en frais annuels. C'est pas vraiment c'est pas utile pour vous, ça. Alors, regardez ça. Assurance voyage. Donc, plus de la moitié des Canadiens voyagent sans assurance voyage. Puis en quelque part, c'est comprenable parce que notre système médical n'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que dans plusieurs autres pays. Puis parce qu'on n'associe pas beaucoup aller au médecin avec défrayer de l'argent, on peut oublier que dans d'autres pays, on n'a pas d'assurance médicale de prêt. Et comme exemple ici, voici des coûts de différentes choses aux États-Unis que vous allez peut-être aller voir un médecin ou un hôpital pour. Des points de suture. C'est pas une grosse affaire finalement, mais ça vous coûte très, très cher. Alors, vous allez vouloir regarder sur votre carte de crédit s'il y a des provisions d'assurance voyage. Des fois, c'est inclus dans votre carte. Des fois, vous pouvez activer quelque chose comme ça. Vous, évidemment, pouvez aussi voir la financière CCIP pour explorer les différentes options d'assurance voyage. Mais l'idée, c'est que, OK, écoute, il n'y a pas personne qui aime ça payer pour des assurances. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui nous excite. Mais c'est tellement important. Ça fait partie de notre planification financière. C'est juste, faut changer la mentalité pour se dire que pour certaines choses, c'est ça qu'on fait et ça vaut la peine. Et c'est toujours mieux payer un petit peu pour prévenir quelque chose de quand même, qui peut être quand même assez sévère s'il y a vraiment un accident qui arrive. Alors, regardez ça, ça peut être très utile. Les intérêts sur les cartes de crédit, comme je vous avais expliqué auparavant, si vous voulez faire un transfert de balance, des fois, il y a des offres de 0 Fait que, tu sais, par exemple, ici, 20 000 avec 19,99 d'intérêt, c'est 400 000 d'intérêt. 0 ben, c'est 0 d'intérêt. OK, c'est un exemple assez simpliste, mais bon, si vous êtes capable de transférer votre balance à 0 pour une certaine durée, bien, vous sauvez de l'argent en intérêt. Alors, c'est une option. C'est vraiment, juste pour clarifier, une excellente option à court terme. Essentiellement, vous ne voulez pas juste comme continuer à faire ça avec de plus en plus de cartes de crédit. De un, ça va affecter votre carte de crédit négativement. Puis de deux, ben, ça ne sera pas utile pour vraiment baisser votre balance. Autre chose que certaines cartes de crédit font, c'est qu'ils ont peut-être des frais de conversion de devises étrangères plus basses. Alors, quand on va à l'étranger, on s'est souvent recommandé d'avoir quand même de l'argent comptant, de l'argent à papier ou en sous avec nous. C'est vrai, c'est utile. Mais des fois, quand on fait cette conversion-là en personne à la banque, ça peut nous coûter quand même assez cher. Si vous utilisez votre carte de crédit, il y a des fois moins de frais ou le taux de conversion est plus bas. Alors, c'est quelque chose à vérifier si vous planifiez un voyage à l'étranger pour faire votre recherche du pourcentage que vous allez payer. Les garanties prolongées, ça c'est très important. Plusieurs cartes de crédit vont vous permettre des garanties prolongées sur certains achats. Donc, si vous avez acheté, disons, un vélo avec votre carte de crédit,
ben, c'est peut-être possible d'avoir un remboursement si le vélo est volé ou endommagé. C'est surtout pour les plus gros achats, disons les électroniques, les choses comme ça, mais des fois, votre carte de crédit a des garanties comme ça, déjà de bâti dans comment c'est formulé. C'est pour ça qu'il faut lire les petits caractères pour voir si c'est utile pour nous. Une remise en argent stratégique. J'aime surtout cette image ici parce que, disons que cette personne-là utilise une carte offrant de 1 à 3 de remise en argent. Et c'est super utile, surtout pour les achats qu'on fait régulièrement. Donc, si on va prendre l'essence une fois par semaine, puis on sait que l'essence, ça coûte cher en ce moment, mais on paye toujours notre facture à la fin du mois, bien, on a de l'argent qui nous revient de 1 à 3 Ça peut être très bien parce que l'argent nous revient et qu'on peut acheter plus d'assurance ou autre chose. Une carte de crédit avec garantie. Alors, si vous avez une carte de crédit qui n'est pas exceptionnelle, c'est des choses qui arrivent. Mais vous pouvez quand même obtenir une carte de crédit avec garantie. Ça, c'est essentiellement une carte où ce que vous mettez un dépôt sur la carte. C'est comme une carte débit, mais et c'est utilisé comme une carte de crédit. Donc, l'argent est là et vous pouvez juste dépenser l'argent que vous avez mis comme dépôt. Alors, c'est parfait pour les gens qui n'ont pas de crédit, surtout, disons, les plus jeunes, les jeunes adultes, la première fois. C'est peut-être quelque chose qui peut être bien utile. Si vous avez des antécédents de crédit difficiles ou inexistants, ça peut aider à réparer ça. Si vous êtes des nouveaux dans le pays, puis vous n'avez pas une historique de crédit canadienne, ça peut vous aider avec ça aussi. Les désavantages, c'est que les intérêts peuvent être élevés, il peut y avoir des frais associés. Fait que toujours faire vos recherches par rapport à ça. Mais juste parce que vous avez une mauvaise cote de crédit, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas quand même accès à un type de crédit. Alors, vous pouvez regarder ça. Je ne sais pas si vous savez, mais des fois, tout dépend de la région, vous pouvez payer votre loyer ou vos impôts avec une carte de crédit. Ça peut être super, surtout si vous avez des points. Hein? Si vous voulez de l'argent qui revient ou des points pour un voyage ou d'autres choses, mettre un achat comme ça peut vous donner plusieurs points. Mais vous ne faites pas ça si vous n'êtes pas capable de payer la facture en entier à la fin du mois. Je le sais que je me répète. J'espère que ça va vous aider. Vous allez vouloir payer en entier la balance, OK? Donc, si vous faites un achat comme ça pour payer ces choses-là, vous devez quand même vous assurer de payer la balance à la fin de chaque mois. Autre chose, c'est l'achat de cartes cadeaux. C'est quand même en quelque part une sorte d'effet cumulatif. Fait que c'est une carte de points pour Amazon, disons. Je ne sais pas s'il y en a, mais je vais inventer ça. J'invente une carte de points d'Amazon et vous utilisez vos points Amazon pour acheter des cartes cadeaux d'Amazon. Fait que vous voyez, il y a quand même un effet cumulatif de points-là, où vous défrayez de l'argent pour avoir des points pour pouvoir réacheter quelque chose que vous voulez. Ça peut vraiment guider où vous voulez dépenser de l'argent et où que vous voulez économiser un peu d'argent aussi. Fait que ça peut être utile. Et je sais, je me répète encore les petits caractères, mais je vais vous donner un exemple très concret. Bon, je suis certaine que vous avez déjà été magasiné pour des voitures, des meubles, des choses comme ça. Ne payez pas pour X nombre de mois. C'est des outils super si on sait comment bien les gérer. Ça, c'est un exemple d'un achat, je pense que c'était de meubles que notre cofondateur a fait et c'est les petits caractères directement de son contrat. L'idée, c'est que si vous avez 15 mois avant de payer 3 000 de meubles, bien, divisez ce 3 000 $-là en 14 et mettez de côté un petit peu à chaque mois pour que, quand le 15 mois vienne, vous payez tout en entier avant que vous ayez des intérêts. Vous voulez éviter qu'on arrive au 16e mois et que maintenant les intérêts sont calculés parce que les intérêts sont calculés sur tout le temps que tu n'as pas payé. C'est comme des petits trucs, là. Il y a aussi, comme tu peux voir, des frais d'adhésion, des frais d'administration, des ci, des ça, des frais de conversion. Si on ne lit pas les petits caractères, on ne sait pas ce qu'on a accès, on ne sait pas c'est quoi nos pénalités. Donc, c'est des outils super si vous voulez utiliser, payer plus tard, ça peut être super. Mais nous, on vous recommande de savoir exactement quand il faut payer ça. Vous recevez une date
un petit peu plus de bonheur et de diviser votre somme en petits montants que vous mettez de côté en épargne pour que vous soyez prêt à payer l'entièreté à ce moment-là. Dernière chose que je vais vous dire avant de quitter, parce que je sais qu'il nous reste 9 minutes. Alors, dernière chose, les dangers du crédit à éviter. Est-ce que vous savez que, surtout quand on arrive au prêt sur salaire, différents types de crédits ont différents intérêts. On l'a déjà expliqué ça, mais je veux vraiment vous montrer les prêts sur salaire. Les compagnies prêts sur salaire, ça existe partout au Canada, il y en a plein. Et on pense que c'est utile parce que, bon, on prend un prêt sur le salaire qu'on n'a pas eu et, tu sais, on reçoit l'argent tout de suite et ça nous rend plus réconfortés. Mais le problème, c'est que souvent, ces taux d'intérêt-là sont énormes. 546 ici, comme exemple. Faites juste très attention par rapport à quel genre de type de crédit vous utilisez parce que vous allez peut-être avoir payé beaucoup plus d'intérêts. Et l'idée, c'est que souvent, les gens qui utilisent les prêts sur salaire, ils ne peuvent pas s'en sortir parce que les taux d'intérêt sont trop hauts. Fait qu'évitez-les si vous pouvez. Faites attention à vos informations financières. Vous vous demandez pourquoi que je parle de ça par rapport au crédit, mais c'est parce qu'il peut y avoir il y a beaucoup d'hameçonnage récemment aussi. L'hameçonnage, c'est lorsqu'on vous envoie un courriel ou de l'information et ça vous encourage à cliquer parce qu'on pense que ça vient de notre compagnie, de notre université, de notre « Oh, on a un colis ». Je vous recommande deux choses. De un, mettez votre curseur sur le courriel. Regardez l'adresse courriel. Est-ce que ça a l'air d'une adresse qui vient vraiment de ça? Ou est-ce que c'est une adresse qui a des mots que vous ne comprenez même pas? Ça, c'est un truc. Deuxièmement, mettez votre curseur sur un des liens, mais ne cliquez pas. Mettez le curseur sur le lien. Et d'habitude, sur votre ordinateur, vous allez voir l'adresse. Regardez l'adresse pour vous assurer que ça s'en va vraiment vers où ce que vous pensez que ça va. Mais si vous n'êtes vraiment pas sûr, effacez le courriel, cliquez sur rien et ça va vous aider beaucoup. OK? Deux, les maliciels. C'est très similaire au hameçonnage, sauf que ça, c'est vraiment conçu pour aller dans votre système pour pouvoir prendre vos mots de passe et tout ça. Alors, prenez une petite photo de ça. Vous allez vraiment vouloir prendre soin de vos informations financières. Je dirais l'affaire qui est les plus importante, ou du moins dans ma tête, c'est quand vous êtes sur un Wi-Fi public, assurez-vous de ne pas faire vos services bancaires là-dessus parce que si c'est public, c'est plus facile à briser la connexion pour entrer dans vos données, pour en sortir vos données. OK? Fait que vous voulez vraiment faire ça de ça. Et vos banques, la financière CCIP, vos compagnies de cartes de crédit, s'ils vous appellent et vous demandent des informations personnalisées, il y a de bonnes chances que ce n'est pas vraiment eux. Les banques ne font pas ça. OK? Raccrochez et allez vous téléphoner ou allez même à votre branche pour voir est-ce qu'il y a un problème. Utilisez les informations que vous avez et contactez-les. Ne donnez jamais vos informations personnalisées aux gens qui vous appellent parce que il y a de bonnes chances qu'ils font semblant d'être votre banque. C'est une politique. Ils ne demandent pas des informations personnalisées comme ça lorsqu'ils vous contactent. Alors, ce que vous allez faire, les mesures à prendre, vous allez vérifier votre carte de crédit régulièrement. Vous allez faire sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Vous allez regarder votre relevé, vous allez consulter à chaque mois et vous allez payer à temps et à plein, ou au moins le minimum. Et vous allez toujours lire les petits caractères de vos cartes de crédit et comprendre les avantages que vous avez. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais ça en est assez d'informations pour aujourd'hui. Bon, je vous remercie d'avoir été aussi patient avec moi. J'ai quelques minutes avant la fin de la rencontre, alors n'hésitez pas à mettre les questions dans la boîte de questions. Mais ce que je peux vous comprendre, ce que vous expliquer de ce que vous avez sur l'écran, c'est deux codes QR. Alors, on a un portail d'éducation gratuit, Enriched Academy, avec notre partenariat avec la financière CCIP. Si vous voulez avoir un cours sur les finances globalement, on l'a ce cours-là. Donc, vérifiez avec ce lien-là le code QR, enregistrez-vous et je vais pouvoir vous donner accès au code directement en ligne. Si vous voulez jaser avec quelqu'un à CCIP, voici l'autre code.
Donc, scannez le code à côté, à droite, et ça va vous apporter vers le site de la financière CCIP pour faire les démarches pour parler avec un conseiller. Essentiellement, c'est 2 outils extraordinaires. Je le sais que je suis biaisée parce que je les aime les deux, mais bon, je suis aussi une femme honnête. Bon, fait que les deux, c'est utile. J'espère vraiment que vous allez les utiliser. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans la boîte de questions. Aussi, ce que je vais faire dans la boîte de questions, c'est que je vais mettre le courriel, mon courriel en particulier, support@enrichedacademy.com. Ça, c'est le courriel pour me rejoindre directement. Fait que si une raison pour une autre, les codes QR ne fonctionnent pas pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à support@enrichedacademy.com et ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde la boîte de questions. Je ne vois pas de questions. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, merci d'être joint à moi aujourd'hui. Vous allez recevoir un enregistrement de tout ça dans les plus brefs délais, je dirais, avant la fin de la journée. Et j'espère de vous voir soit dans le programme ou dans un de nos webinaires plus tard. Martin, ça va? Oh, je t'entends pas. Désolé, Martin. Et voilà, je voulais juste dire merci pour la présentation. Ben, ça me fait plaisir. Je suis un peu excitée, j'aime ça les finances. Je suis un peu nerd comme ça. C'est correct, j'aime ça. Mais je vous remercie. Fait que merci beaucoup tout le monde, puis on va se voir bientôt. OK, bye.